Donc, je voudrais vous présenter le docteur ingénieur Patrick Cornille, qui est un mathématicien, un physicien de haut niveau, qui a publié énormément d'articles. Il va se présenter lui-même, mais bon, brièvement, pour vous expliquer sa présence ici. Je l'ai connu, nous sommes connus donc, au moins par téléphone, c'était à l'automne dernier, au sortir du congrès qui a eu lieu à Paris l'an dernier. Et il m'a dit, mais vous ne m'avez pas cité. Et alors, je lui ai dit, ben non, je ne vous connaissais pas. Et alors, parce que moi, je suis en langue française la personne qui, depuis 40 ans, est publiée en mathématiques et en physique sur les ondes scalaires. Diable. Alors... dont 8 livres. Hein, donc, il me disait cela. Donc, alors, bien sûr, j'ai voulu le rencontrer. Je me suis dit, bien sûr qu'à ça me tienne, il faut à tout prix qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'il puisse rencontrer Constantine Maël, et puis que tous ces beaux esprits dans la physique puissent se rencontrer et échanger. Et donc, on a fini par se voir en février. Et là, je me suis aperçu qu'au-delà des ondes scalaires dont il parlait savamment, en fait, c'était un vrai spécialiste de ce qu'on appelle l'énergie libre. Et l'énergie libre, qu'est-ce que c'est ? Patrick Cornille, tu as la parole. D'accord. Et derrière ce mot-là, vous allez voir, il y a un beau projet. Donc on va ensuite, donc, après son exposé, en parler, répondre à vos questions abondamment. C'est le dernier orateur de la journée, donc n'hésitez pas à le solliciter par vos questions. Oui. Et donc, Patrick, c'est à toi. Merci d'être venu. Alors, donc, je m'appelle Patrick Cornille, je suis physicien. Alors, effectivement, je vais mettre devant le micro. Oui. Effectivement, c'est le dernier exposé de ce soir. Bon, vous êtes peut-être tous un petit peu fatigués, y compris moi-même, mais je vais essayer de vous motiver par l'intérêt du sujet. Alors, donc, vous excuserez un peu ma voix, mais je fais de l'asthme, qui est dû au fait que j'ai respiré pendant 30 ans la pollution de la région parisienne. Maintenant, je n'habite plus à Paris, mais dans la région lilloise. Et je crois que c'est une nécessité d'avoir l'énergie libre pour aussi avoir un air vraiment très, très pur. Voilà. Alors, donc, je suis physicien où j'ai fait mes études à l'université de Lille. Puis après, je suis parti pendant 1 an à l'université de Berkeley en Californie, dans les années 68, l'année des hippies. Ça a été d'ailleurs ma période américaine la plus heureuse de ma vie. Et je suis revenu en France où j'ai été embauché comme chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Alors, dans la direction des applications militaires, ce qui m'a permis d'avoir accès à pas mal de choses. Donc, j'ai balayé vraiment toute la physique. Donc, pour aller plus vite, je vais vous dire les choses que je n'ai pas balayées. C'est la gravitation et la relativité générale, qui est la relativité générale d'Einstein, qui traite de la courbure de l'espace-temps. Tous les autres domaines de la physique, je les ai étudiés à fond. Alors, j'ai fait énormément de publications scientifiques, dans des revues, bien sûr, avec référés. Croyez-moi, ce n'est pas facile, parce que le monde scientifique est pire que le monde médical et pire que le monde politique. Je pourrais vous raconter des histoires là-dessus. Et c'est vraiment très, très dur pour un chercheur ou un physicien de publier. Alors, je l'ai fait, cette recherche sur l'énergie libre, de manière secrète. C'est-à-dire que ce n'est que la 2e conférence que je fais sur le sujet. J'en ai fait un à Cavaillon il y a de ça une vingtaine d'années, qui était au début de nos recherches, et puis cette conférence-ci. Et donc, je vais vous révéler certaines technologies vraiment révolutionnaires. N'oubliez pas que le marché de l'énergie, c'est un marché de 1300 milliards de dollars par an. C'est le plus gros marché au monde. Donc, toute technologie disruptive dans ce marché est très, très mal vue, surtout en France, où le poids des lobbies nucléaires et pétroliers est énorme. Et croyez-moi, j'étais bien placé pour contacter toutes les instances, ce que j'ai fait d'ailleurs en vain. Voilà. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite mon exposé sur l'énergie libre, parce que je voudrais quand même dire quelques mots sur les ondes scalaires, puisque
toute la matinée, j'ai assisté avec passion sur ce sujet. Donc effectivement, j'ai commencé à publier des travaux sur les ondes scalaires dans des revues scientifiques dans les années 1990, où j'ai fait une découverte très, très, très importante qui confirme ce que dit la Bible. À savoir, il y a une phrase dans la Bible qui dit « le son crée la lumière ». Et effectivement, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais si vous retirez toute la matière du vide, que vous êtes à la température absolue, du zéro absolu, que vous retirez tous les rayonnements visibles et invisibles, eh bien, il y a encore un milieu, et il y a encore une énergie. On a des preuves scientifiques, et on appelle ça l'énergie du point zéro. D'ailleurs, dans les films de science-fiction, on vous parle très souvent des générateurs ZPE. Eh bien, c'est ça. Donc, il y a une énergie, et ma démonstration a été que cette énergie est sous forme d'ondes stationnaires, d'ondes scalaires stationnaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde stationnaire? C'est deux ondes scalaires qui vont en sens inverse. Et quand elles vont en sens inverse, elles se superposent et elles font des oscillations sur place. Voilà. Et donc, pour les mathématiciens et physiciens, les ondes longitudinales et scalaires, ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut le savoir. Bon. Alors, pour ce qui concerne les ondes scalaires, si ces ondes scalaires peuvent se déformer, on peut montrer qu'à partir de cette déformation, on retrouve les équations de Maxwell, pour les physiciens qui sont dans cette salle, à partir d'un principe premier d'une manière très très simple. Donc, c'est la première démonstration qui a été faite, et d'ailleurs j'ai publié tous ces papiers qui sont bien cités, y compris dans mon livre, qui permettent d'expliquer une caractéristique des ondes de Maxwell, dont on a parlé un petit peu ce matin, à savoir que le caractère transverse des ondes de Maxwell n'existe théoriquement, les ondes transverses n'existent que dans les milieux solides. Donc on est incapable d'expliquer pourquoi on a des ondes transverses dans le vide. Et j'ai été capable, avec ma démonstration mathématique, de l'expliquer. Donc c'est quand même une découverte importante. Donc ces ondes stationnaires permettent d'expliquer la création des particules élémentaires, ce qu'on appelle les particules élémentaires, et à partir de là, on crée les atomes, on crée les molécules, et il faut savoir que tous ces atomes, molécules, et puis les choses, les êtres vivants et pas vivants, sont reliés par ces ondes stationnaires. Donc, quand tout à l'heure on parlait des ondes stationnaires entre l'émetteur et le récepteur, pour moi, ça parle. Alors, donc, je crois que je vais en venir au sujet. Alors, j'ai donc créé une structure de recherche. Alors, j'ai fait toute ma carrière au commissariat à l'énergie atomique, et puis à l'âge de 60 ans, j'ai demandé à prendre une pré-retraite parce que j'estimais que je perdais mon temps au CEA. Et donc, j'ai créé 2 ou 3 ans avant une société de recherche avec des amis physiciens pour étudier l'énergie libre. C'était un sujet que je travaillais déjà de manière théorique depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, il faut savoir que ce sujet-là, on n'avait pas Internet. Internet est arrivé peut-être il y a une trentaine d'années au maximum. Et donc, c'était un sujet qui n'est pas traité par les physiciens et qui n'est arrivé que grâce à Internet, où on a pu avoir une communication à travers le monde entier et avoir des informations sur les gens qui travaillaient sur le sujet. Ça ne marche pas? Ah, voilà. Donc, on a créé une structure de recherche par 3 amis physiciens qui a été fermée en 2018 parce qu'on avait fait les découvertes essentielles. Et puis ensuite, parce qu'on n'avait plus d'argent, parce que la recherche, ça coûte énormément d'argent. J'y ai laissé, disons, toutes mes économies pratiquement. Et on a essayé de trouver des financements, mais ça a été très difficile en expliquant à chaque fois le sujet, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis. Pour vous dire, on avait prévu une réunion de recherche avec des capital risqueurs à Miami, quelques jours après le 11 septembre, que vous connaissez tous. Alors, donc, on avait notre billet d'avion, et puis on se demandait si on allait partir, puisque tous les aéroports ont été fermés pendant presque 15 jours. Et 3 jours avant, on est finalement parti.
Et quand on est arrivé là-bas, les capital risqueurs nous ont dit vous pouvez repartir en France, rien ne sera fait vu les événements, donc on ne pourra pas s'intéresser à tout ça. Et pourtant, ça a fait beaucoup de frais pour la société, parce qu'il faut savoir que les avocats américains là-bas, on avait payé $1000 par heure, hein, chaque fois qu'on les avait fait travailler. Donc ils ne sont pas pour rien. Hein. Voilà. Alors, il faudrait peut-être un petit peu préciser. Alors, énergie libre, vous pouvez aller rechercher sur Google, je vous encourage vivement. En anglais, c'est Free Energy. Ah oui. En anglais, c'est Free Energy. Et il faut savoir que cette thématique remonte à Tesla. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Alors, ces techniques, ce sont des technologies qui permettraient de remplacer toutes les énergies conventionnelles actuelles, absolument toutes. Elles seraient totalement non polluantes et elles auraient un gros avantage d'être délocalisées. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir dans votre maison. Donc, plus de grève, plus de sabotage, plus de lignes à haute tension. Hein. Alors, inutile de dire que tout ça, c'est très, très mal vu des gens, hein, des gros groupes. Hein. Alors, donc le marché, nous, ce qu'on avait visé, étant donné qu'on était une petite structure, c'était plutôt les petits prototypes dans les gammes de puissance de 1 à 15 kW avec des rendements supérieurs à 200%. Alors, le point fondamental que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces technologies, elles sont surinitaires, c'est-à-dire qu'elles dépassent les 100%. Sinon, il n'y a pas d'avantage. Hein. Donc, on va en parler. Hein. Laissez-moi le temps de développer tout ça, parce que je dois résumer 30 à 40 ans de recherche en 1 heure. Bon. Alors, voilà. Alors, on y vient. Alors, je voudrais dire que je trouve très dommageable qu'en France, on ne parle pas de Tesla. Alors que c'est certainement un génie, on lui doit beaucoup de choses. Peut-être vous ne le savez pas, mais pratiquement toute notre technologie vient de Tesla. Que ce soit la radio, il a gagné son procès contre Marconi, que ce soit les moteurs et les alternateurs, et l'énergie libre, puisqu'il faisait fonctionner déjà à l'époque une voiture, il avait juste une petite batterie, pas d'essence, et qui tournait, il mettait ses appareils, il venait avec, parce qu'il était très méfiant, il venait avec ses appareils et il avait transformé une voiture classique en une voiture automobile qu'il conduisait jusqu'à des vitesses, je crois, de 150 km/h. Hein. Donc c'était la première voiture électrique à énergie libre qui, bien entendu, on n'a jamais pu connaître le secret. Alors pourquoi ? Parce que quand Tesla s'est mis à parler de l'énergie libre, notamment à son financier, le financier a tout de suite compris. Je crois qu'il s'appelait Morgan, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, Morgan a stoppé ses financements. Et quelques mois après, le laboratoire de Tesla, avec toutes ses recherches et ses notes, a brûlé, mystérieusement. Alors, donc Tesla, jusqu'à la fin de sa vie, hein, il a continué ses recherches, mais ça a été secret. Donc, on a très peu, à part ses brevets et les technologies qu'on connaît à l'heure actuelle, on a très, très peu d'informations sur ce que vraiment il a fait. Donc, on n'a pas pu récupérer sa technologie qui a été enterrée avec lui. Donc, ce qui est vraiment très dommageable. Différents aspects. Donc, qu'est-ce qu'on connaît au niveau des différentes énergies ? On connaît les énergies non renouvelables, qui sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Les énergies renouvelables, hydraulique, solaire, vent, biomasse, géothermie et marais, il faut savoir que toutes ces énergies, à part peut-être la biomasse, c'est très polluant. Parce que, ne serait-ce que pour construire les trucs photoélectriques, c'est très polluant, parce qu'il faut construire les panneaux solaires. Puis après, quand ils ne marcheront plus, il faudra... qu'est-ce qu'on va en faire ? Et c'est pareil pour toutes les éoliennes, là, qui défigurent nos paysages. On en voit de plus en plus maintenant. Et puis quand il n'y a pas de vent, et puis quand c'est la nuit, on n'a pas d'énergie. Hein. Voilà. Alors, les seules énergies qui sont, à part le problème des déchets nucléaires, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en dire un mot, qui sont un peu écologiques, c'est l'énergie de fission. Voilà. Puis, dans le futur, on parle d'énergie de fusion. Alors, peut-être certains d'entre vous le savent,
c'est que l'énergie de fusion, pour l'instant, on n'a aucun réacteur qui fonctionne à l'heure actuelle. Il y a un réacteur d'études, le réacteur ITER, qui est en train d'être construit, c'est un projet international en train d'être construit à Cadarache, si ma mémoire est bonne, et qui nous promet peut-être de l'énergie pour l'an 2050. Et cette folie va coûter 12 à 15 milliards d'euros, hein, pour faire au bas mot. Voilà, au bas mot. Alors, je suis d'autant plus, comment dirais-je, un petit peu au courant sur ces problèmes, c'est que avant, comme j'avais demandé à prendre une pré-retraite à 60 ans, mon patron me dit, bon, dans 6 mois, vous êtes en retraite, on ne va pas vous donner un nouveau boulot. Alors, essayez de nous faire un rapport sur la fusion, voir quel est le meilleur moyen pour faire de la fusion civile. Parce que, bon, moi, j'étais déjà au courant de la fusion militaire. Mais bon, la fusion civile, c'est un peu la fusion que vous avez dans le Soleil, hein. Et la fusion militaire, c'est les bombes à hydrogène. Et alors, je me suis donc mis à faire de la recherche, à regarder. Je soumets une première mouture à ma hiérarchie. Oh là là, censurée. Parce que j'avais regardé tout ce qui avait été fait depuis pas mal d'années. Puis j'avais découvert qu'un Américain, celui qui avait inventé le tube de télévision, avait trouvé un moyen très astucieux, avec très haut rendement, de faire de la fusion civile. Je crois qu'il s'appelait Von Worth. Et surtout, un haut rendement, c'est-à-dire 60%. Parce qu'il faut savoir que les réacteurs nucléaires, tout ça, le rendement, c'est 35%. Hein, c'est ridicule. Donc, on a une déperdition. Alors, on est loin de l'over-unité, là. Hein, c'est en dessous de ces 100%. Hein, donc, on est très, très loin. Alors, l'énergie libre, c'est le présent. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qu'on peut faire avec la connaissance physique actuelle. Donc, mais il est évident que ce n'est pas aussi facile qu'on le pense, parce que si c'était si facile que ça, tout le monde l'aurait fait depuis longtemps. Hein, c'est évident. Alors, j'aurai peut-être l'occasion de vous dire les difficultés, pourquoi il y a eu des difficultés, sans compter bien sûr les oppositions qu'on a rencontrées, parce que les programmes de recherche sur l'énergie libre, à ma connaissance, il n'y en a aucun au niveau des grands groupes. C'est soit des petites structures, soit des individus qui font ces recherches. Mais je sais de sources sûres, y compris en France, que par contre les militaires, ils ont déjà des générateurs à énergie libre, que ce soit les Américains, y compris les Français, mais ils ne les réservent que pour la défense nationale. Hein, le grand public n'a pas à en savoir. Alors l'énergie du futur aussi, c'est l'énergie du vide, dont j'ai dit quelques mots en début de mon exposé, et qu'on appelle Zero Point Energy en anglais, c'est les ZPE, ça sera l'énergie du futur. Alors, personnellement, moi je ne sais pas comment l'extraire, cette énergie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une preuve de son existence. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences, comme par exemple l'effet Casimir, qui permet de savoir que vraiment, il y a une énergie dans le vide. Cette énergie est énorme, elle est colossale. Mais on ne sait pas, moi je ne sais pas comment l'utiliser pour l'instant. Mais c'est certainement dans le futur ce qu'on pourra utiliser. Et c'est ce qui peut sans doute aussi, si ça vous intéresse, j'ai fait aussi des recherches sur la propulsion spatiale. Je suis en train de publier un papier, j'espère qu'il va passer, comment les soucoupes volantes marchent. Donc, et peut-être qu'ils utilisent cette énergie du vide pour assurer propulsion sur de très grandes distances. Alors voici quelques sites français, suisses et américains. Je vous recommande le site Quantum, c'est l'un des premiers, et puis totalement gratuit, et puis totalement honnête, qui a beaucoup travaillé sur l'énergie libre depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de Suisses, d'autres sites étrangers, et vous pouvez regarder ces sites qui sont très intéressants. Il y a même un document, il y a un Anglais qui a fait un document de 2000 pages depuis 20 ans sur toutes les technologies que les chercheurs dans le monde ont essayé de faire sur l'énergie libre. C'est assez intéressant, ce document.
l'énergie libre. Alors, j'ai fait... Alors, donc là, je vais essayer de définir un petit peu cette histoire d'énergie libre. L'expression en question, si j'arrive à avoir le voix. Voilà. Alors, on pourrait dire, vous allez me dire, mais d'où vient cette énergie, comment on l'obtient, comment on arrive à faire ces miracles de dépasser 100%. Alors d'abord, je signale tout de suite, pour ceux d'entre vous qui s'y connaissent, parce que peut-être parmi vous, vous en avez, qu'on doit distinguer déjà les systèmes ouverts des systèmes fermés. Alors les systèmes ouverts, déjà, eux, ils sont sur unité. Un bon exemple, c'est la pompe à chaleur. Si vous avez une pompe à chaleur chez vous, elle doit atteindre des rendements de 300% à peu près. C'est-à-dire qu'on met 1 kW, par exemple, d'électricité à l'entrée. Pour 1 kW d'électricité à l'entrée, on a 3 kW de chaleur à la sortie. Donc il ne faut pas dire que des technologies surunitaires n'existent pas, ça existe déjà. Voilà. Alors, ça implique des sources d'énergie qui ne sont pas familières ou exploitées, comme l'énergie provenant d'un plasma. Donc on a fait pas mal j'ai fait pas mal de recherches à la fois théoriques et expérimentales. Je vais vous montrer différentes technologies là-dessus, sur les plasmas. Je vais vous dire beaucoup de choses, mais je vais limiter quand même ce que je vais vous dire pour des raisons de secret industriel. Parce que s'il y a parmi vous des gens un peu smart, comme diraient les Anglais, si je dis certains mots, vous allez tout de suite comprendre ce que j'utilise. Alors, donc un système à énergie libre implique aussi un mode de fonctionnement supérieur à 100%, avec aucun coût pour l'utilisateur, c'est-à-dire un coût de fonctionnement. Donc le seul coût qu'aura l'utilisateur, c'est d'acheter la machine, et éventuellement la maintenance de la machine. Alors aussi, c'est totalement écologique. Je vous présenterai l'une des découvertes. C'est un circuit fermé, hydraulique, vous verrez. Donc il n'y a aucune pollution. Alors, donc, dans le cadre de cette structure, comme bien sûr on n'avait pas de très très gros moyens financiers et humains, il fallait être un peu plus intelligent que les autres pour essayer de découvrir les technologies les plus faciles, ça a été le but de la structure, et de mettre en évidence ce qu'on peut faire rapidement. Donc j'ai examiné tout ce qui se faisait dans le monde, dans toutes les filières. Donc on avait découvert plusieurs filières, la filière plasma, la filière électronique, la filière magnétique. Alors celle de la filière magnétique, je le dis tout de suite, c'est une filière qui a été le plus utilisée et l'objet de recherche de personnes. Alors la filière magnétique, c'est les moteurs magnétiques, hein, c'est ce que je veux dire, hein, que vous connaissez tous, et qui a été l'objet de plus d'essais de prototypes. Alors j'ai un document, je crois qu'il devrait passer. Si on a le temps, à la fin de mon exposé, je vous montrerai des photos de plus d'une centaine de prototypes qui ont été étudiés dans le monde en une trentaine d'années. Inutile de vous dire qu'aucun de ces prototypes n'est sur le marché actuel, pour des raisons diverses qu'on pourra avoir le temps de discuter peut-être avec des questions-réponses. Donc la dernière filière, c'est la filière hydraulique. Alors, en ce qui concerne la filière plasma, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est une filière qu'on a abandonnée assez rapidement parce qu'elle était très compliquée. C'est pour vous expliquer, pour vous donner quelques exemples. Ce que vous avez besoin, vous, en tant que consommateur, c'est du 220 volts à 50 Hz. Dans les filières plasma, on travaille soit à des fréquences de quelques Hertz, soit à des fréquences de quelques kilohertz, et avec des tensions qui étaient de plusieurs kilovolts. Alors, ça veut dire que même si on crée de l'énergie, après, il fallait la transformer pour la mettre sous une forme que le consommateur peut utiliser. Alors, quand vous avez des étapes comme ça, vous avez un appareil, donc vous avez un module d'entrée pour créer l'énergie, pour mettre en œuvre la création d'énergie. Vous avez le module central qui crée le surplus d'énergie. Puis après, vous avez un module de conversion. Alors, si vous avez 200 ou 300%, puis qu'à l'entrée, vous êtes à 50 et à la sortie à 50, vous arrivez à 100. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est une filière, en plus, qui est très coûteuse en études. Donc, il fallait
c'est une filière qui peut être utilisée et étudiée que par des grands groupes industriels. C'est-à-dire que les grands groupes, il faut savoir que les découvertes ne sont pas faites par les grands groupes, il ne faut pas vous faire d'illusions. Elles sont faites toujours par des hommes et des individus ou des petites structures. C'est le développement scientifique qui est fait par ces grands groupes. Et là, ils sont très efficaces. Alors, je vais vous parler un peu de la loi de conservation de l'énergie, parce que s'il y a parmi vous des physiciens, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Au besoin, je rentrerai dans les détails au niveau des questions-réponses. Donc, quand vous allez voir un physicien et puis vous lui dites voilà, j'ai une technologie qui dépasse les 100%. Si vous avez, excusez-moi s'il y a des fonctionnaires dans l'Assemblée, il va vous dire c'est impossible, c'est contraire aux lois de la physique. Voilà, il va vous sortir ça tout de suite comme un perroquet. Il a appris ça à l'université, point la ligne, c'est impossible. Alors, et il va dire aussi, d'abord le mouvement perpétuel, c'est impossible, ça a été déclaré par l'Académie des sciences en France que le mouvement perpétuel est impossible. Il faut savoir qu'on connaît le mouvement perpétuel depuis 1715 par la roue de Bessler. Je ne sais pas si... Allez voir sur Internet pour ceux que ça intéresse. Et cette roue de Bessler a été testée non seulement par des... c'est une roue, une machine qui a été mise dans un donjon avec des gardes devant la porte et qui a marché pendant 2 à 3 mois, sans arrêt. Et elle a été étudiée par les gens de l'époque, c'était à l'époque de Newton, donc par des physiciens, des mathématiciens. Mais malheureusement, l'inventeur était très gourmand, il demandait des sommes énormes, et il n'a jamais voulu révéler le secret de sa machine. Donc, c'est tombé dans l'oubli. Alors, avant, je voudrais parler. Voilà. Alors, donc, premier point. Alors, j'ai compris, bien sûr, comment elle fonctionnait. C'est un dimanche après-midi, je me suis retrouvé dans ma maison, en région parisienne, et à titre de curiosité, je m'ennuyais, j'ai pris mon livre que j'avais publié, et je l'ai lu, et je me suis dit, c'est idiot, j'ai découvert le mouvement perpétuel, et je l'ai mis dans le livre. Vraiment, c'est invraisemblable que je n'ai pas réalisé plus tôt que j'avais la démonstration mathématique de ça. Alors j'en ai parlé à des amis physiciens et mathématiciens, et puis des investisseurs. Il y avait un ami, un physicien italien, et puis aussi mes partenaires hollandais qui m'ont dit non, on va essayer de te financer, et puis on va étudier tout ça. Alors, quand j'interroge, d'ailleurs très souvent, j'ai fait des conférences dans le monde, mais au niveau scientifique, pas sur l'énergie libre, bien sûr. Mais quand j'ai interrogé même des jeunes Français qui sortaient des universités sur la loi de conservation de l'énergie, et j'ai été très surpris, et pourtant ils sortaient d'écoles prestigieuses, Polytechnique, Centrale, de leur méconnaissance des lois de la physique. Par exemple, l'un des ingénieurs qui sortait de Centrale, je crois, il pensait que l'énergie potentielle était une énergie qui se consommait comme on consomme de l'essence. Donc il n'avait pas compris du tout ce qu'était une énergie potentielle. Alors, il faut savoir aussi que du point de vue de la physique classique, ça n'a rien de... Il y a des raisons d'espérer justement l'énergie libre, parce qu'on peut justifier d'un point de vue physique et mathématique qu'on peut dépasser effectivement les 100%. Alors, la première chose, c'est que la loi de conservation de l'énergie concerne d'abord surtout les systèmes fermés, et pas les systèmes ouverts, comme j'avais dit, et surtout concerne les systèmes où la force dérive d'un potentiel et donc vérifie le troisième principe de Newton. Alors peut-être beaucoup d'entre vous ont étudié le troisième principe de Newton, vous savez ce que c'est. C'est simplement quand j'appuie sur la table, j'exerce une force, mais la table exerce sur moi une force en sens opposé. Donc on a 2 forces en jeu à un instant donné et au point donné qui seront de sens opposés. Alors c'est ça la troisième loi de Newton. Mais on connaît des forces qui ne vérifient pas ces lois, qui sont très connues, mais que personne ne pense à utiliser pour faire non seulement de l'énergie libre, mais de la propulsion. Parce que justement, mon papier, j'ai montré qu'il y avait une loi mathématique qui est la loi de Lorentz, c'est-à-dire la force magnétique de Lorentz,
qui viole la troisième loi de Newton. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on peut faire non seulement de la propulsion spatiale, mais aussi de l'énergie libre en dépassant les 100%. Alors, on va aller à la suite, si ça veut bien marcher. Alors, bon, ça je l'ai dit, tout système ouvert est surinitaire. Alors, un bon exemple, ça je l'ai dit, c'est la pompe à chaleur, qui a un rendement de l'ordre de 300%. Mais les pompes à chaleur ont des inconvénients. Il y a une mouche. Les pompes à chaleur ont des inconvénients. La première, c'est que la température de l'eau ne dépasse pas les 55 degrés. Ce qui est un peu embêtant parce que pour éviter la légionellose, il faut au minimum que l'eau soit à 60 degrés. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, le rendement s'effondre quand la température extérieure dégringole. En dessous de 5 degrés, on tombe facilement à 100. Donc c'est deux inconvénients très, très, très embêtants. Alors, les systèmes non linéaires, ils peuvent être surinitaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système non linéaire? Parce qu'il n'y a pas de loi de conservation. En gros, je vais être simple. Dans les systèmes non linéaires, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 3. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça prouve bien qu'on dépasse ce qu'il faut entendre. Alors, donc, il y a les systèmes non réciproques qui violent la troisième loi de Newton, et je viens de vous en parler. Alors, je vais vous montrer maintenant la première diapo sur la filière plasma. Alors, voilà un exemple de recherche qu'on a fait sur la filière plasma, où on a réussi, en utilisant des plasmas dans les tubes. Alors, voilà. Donc là, vous avez des tubes plasma qui forment une capacité. Et là, vous avez une sonde haute tension, là. Vous avez un oscilloscope et de l'électronique. Et donc, ça, c'est un appareil qui est capable de multiplier la tension et l'énergie. Donc, on obtient, mais avec des très hautes tensions, c'est-à-dire qu'on mettait des tensions de 5 kV. Et le maximum qu'on a eu en facteur multiplicatif, c'est un facteur de 5. Donc, 5, ça veut dire 5 en tension. Et donc, comme l'énergie, c'est le carré de l'entension, et inutile de vous dire que ça fait de la création d'énergie. Mais alors on le faisait soit au coup par coup, soit on a fait des systèmes à quelques hertz, mais bien évidemment, c'était tellement compliqué pour transformer tout ça en un appareil commercial. En plus, il fallait étudier les natures des gaz. Suivant les gaz, on avait plus ou moins parce que c'est des tubes à vide dans lesquels on met des gaz. C'est un peu comme les tubes à néon que vous avez, qui illuminent quelquefois les devantures pour faire des réclames publicitaires. Voilà. Et donc, c'était vraiment compliqué. Donc, on a montré tout simplement qu'on arrive à multiplier l'énergie de manière astucieuse, mais de là à faire un appareil commercial, il a fallu des années de recherche. Alors, donc, on a abandonné cette filière. Alors, donc j'en viens. Donc, quand on a fait de la physique, moi, je ne suis jamais à court d'idées, et puis d'essayer, on s'est dit, je connaissais un principe physique très très vieux, et qui d'ailleurs n'est plus enseigné à l'université, qui permet de battre l'entropie, et je vais expliquer en long en large ça. Alors, j'ai utilisé ce principe pour faire un charter de piles jetables. Alors, vous le savez sans doute, les piles jetables, on ne peut pas les recharger. Peut-être vous ne savez pas pourquoi, parce que tout simplement, vous les chauffez, parce qu'il y a une résistance, vous les chauffez et les piles explosent. Donc les piles jetables ne sont pas rechargeables. Mais si vous utilisez ce principe physique, vous pouvez les recharger jusqu'à 15 fois, à environ 75% de leur capacité. Et c'est un appareil que j'ai depuis des années chez moi, que j'utilise toujours d'ailleurs. Et donc on en a fait une première série. Et alors le principe physique, bon, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais si vous voulez, on met un interrupteur électronique qui va très très vite entre la batterie, qui est censée charger de manière continue le truc, et cet interrupteur électronique qu'on appelle l'accupompe va hacher la haute tension. Et quand on hache la haute tension à des fréquences élevées, puisque là c'est 100 kHz, on arrive à supprimer les pertes par effet Joule sans utiliser de supraconducteur. C'est-à-dire que vous savez très bien que les pertes par effet Joule, il y a des câbles, je ne sais pas s'il y en a en France, mais je sais qu'il y en a aux États-Unis,
où on utilise des câbles supraconducteurs pour conduire la haute tension pour limiter les pertes par effet Joule. Dans les lignes haute tension, c'est entre 5 et 10% les pertes à la fois par rayonnement et puis par effet Joule. Alors c'est un principe qui était très innovant parce qu'il pouvait être utilisé pour des tas de possibilités, comme les batteries classiques au plomb. On a fait des tests, on arrivait à charger avec un bien meilleur rendement et puis surtout beaucoup plus rapidement. Les batteries de type électrostatique, les ultracapaciteurs, alors il faut savoir que les batteries électrostatiques, que peut-être dans certaines voitures il y en a, qui remplacent les batteries classiques au plomb, quand vous chargez de manière continue, le rendement c'est 50%. Vous perdez la moitié de l'énergie. Alors en utilisant la Q-pompe, on arrive à monter à 99%. Alors ça permettait de régénérer les batteries alcalines. Et puis on a fait aussi des essais sur les panneaux solaires. Et on s'est aperçu que même quand il y avait très très peu de luminosité, on arrivait à charger bien mieux les batteries en mettant entre le panneau solaire et la batterie la Q-pompe. Alors c'était vraiment un système très performant. Alors donc on s'est dit, bon, ça pourrait nous rapporter un peu de fric, donc on avait pris des brevets, bien évidemment. Et puis on a eu le malheur de contacter une société française avec qui on a signé un contrat, qui s'est révélé au bout de 18 mois incapable de produire le produit et qui devait nous verser 500 000 $. Alors bien évidemment, le gars, il nous a fait venir en disant « Non, vous ne pensez pas que je vais vous verser, je n'ai pas réussi à sortir le produit, c'est de votre faute », alors que le produit était déjà sorti marché et qu'on lui avait tout donné pour qu'il le fabrique bien. Dans son usine en Chine, on avait été le voir parce qu'il avait une usine en Chine. J'avais envoyé un de mes associés en Chine qui m'avait raconté que les Chinois ils faisaient n'importe quoi. Ils n'avaient même pas un oscilloscope pour contrôler. Et d'ailleurs, ces produits-là étaient très mal fabriqués puisqu'il y avait 25% de retour. Alors donc, il nous a attaqué en justice. Bon, on a gagné nos procès, mais ça n'a servi à rien parce qu'il nous avait fait signer avec une société insolvable. Donc, j'ai jamais récupéré les fonds que j'avais investis là-dedans. Sans compter, je ne vous parle pas des frais d'avocat et de la lenteur de la justice, puisque le procès a duré 6 ans. Et mon ami, mon associé, il est toujours... ça fait 8 ans, lui, il a continué. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas touché une bille. Alors, donc on a essayé de tester quand même un certain nombre de choses dans les différentes filières. L'un des moteurs qui était très connu, c'était le moteur de Neumann. Donc on l'a testé. Alors un moteur de Neumann, c'est très simple, c'est une très grosse bobine, ici. À l'intérieur, il y a des aimants. Et puis ici, il y a un rupteur mécanique qui est mis en série avec la source de haute tension, qui est à peu près 600 volts, ce n'est pas une batterie. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ce moteur-là est bien sur unité. On a fait des tas de mesures. Je vais vous montrer après une mesure. Enfin, c'est une parmi toutes celles qu'on a fait. Mais ce moteur-là, on ne pouvait pas l'utiliser pour plusieurs raisons. D'abord, on comprenait mal le secret de fonctionnement du moteur. Parce que c'est évident que si on veut mettre une technologie sur le marché, ne serait-ce que pour le brevet, il faut savoir expliquer le secret du moteur. Alors, on savait que le secret était lié aux étincelles qui étaient produites par le rupteur mécanique. Alors là aussi, c'est une chose, c'est pas fiable un rupteur mécanique. Donc on ne peut pas faire un moteur qui va fonctionner 24 heures sur 24 avec des rupteurs mécaniques. Donc l'Américain qui a mis ça au point, il n'a eu qu'un seul brevet dans un pays. On en parle depuis 20 ou 30 ans, mais ça n'a jamais débouché sur quoi que ce soit de pratique. Alors on avait fait donc un test qui consiste à mettre une énergie initiale dans le moteur, puis après le laisser mourir pour mesurer les différentes énergies. Donc en vert tout en bas, c'est les pertes par effet Joule qui n'étaient pas très, très fortes, mais bien sûr vous avez des pertes de frottement mécanique, les lames métalliques sur le disque métallique qui faisait la rupture font un frottement. Alors donc on s'apercevait très bien qu'au début on avait des rendements très importants quand on faisait le rapport entre l'énergie magnétique et puis l'énergie qu'on avait mis.
et que petit à petit, on avait une courbe de décroissance qui était beaucoup plus lente que si le moteur marchait de manière conventionnelle, on va dire. Et donc, avec cette courbe de décroissance, on est capable de mesurer le rendement. On a utilisé d'autres technologies pour mesurer le rendement. Et donc, on était arrivé à un chiffre de 300% avec d'autres facteurs de mesure. Alors, le moteur magnétique. Alors, notre gros problème dans notre structure, c'est que les moteurs magnétiques, il faut avoir un atelier de mécanique, parce que sinon, ça coûte très très cher pour usiner les pièces, et on n'était pas équipé pour ça. On en a quand même fait un à nos frais, bien sûr, ça a quand même coûté pas mal d'argent. Et donc, on n'a pas pu tester énormément de moteurs magnétiques. Mais là, j'avais fait fabriquer, plus exactement, par un ingénieur suisse, ce moteur, sur lequel on a testé beaucoup de configurations. Alors, la meilleure configuration qu'on a obtenue, c'est des rendements de 110 à 140%, avec une technologie adéquate. Bon, mais on a vu beaucoup de choses. Alors, bon, je connaissais bien sûr les moteurs magnétiques, j'ai regardé tout ce que les gens faisaient. Beaucoup de gens avaient effectivement de très bonnes idées et j'étais capable de comprendre ce qui était sur Internet, parce que justement, sur Internet, vous trouvez de tout, hein, du bon et du moins bon, donc il faut savoir faire le tri. Un physicien, lui, sait faire le tri. Alors expliquons un peu. Donc, les moteurs magnétiques que vous connaissez à l'heure actuelle, le rendement au maximum, c'est 96%. Il faut savoir qu'ils n'ont pas beaucoup évolué depuis l'époque de Tesla. Hein. C'est à peu près toujours la même chose. La seule innovation technologique qu'on a eue, c'est un peu plus d'une vingtaine d'années, c'est les moteurs à réluctance variable. Encore qu'on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Alors pourquoi les gens qui fabriquent des moteurs magnétiques ne cherchent pas? Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le magnétisme, il suit le troisième principe de Newton. C'est-à-dire que le magnétisme, c'est une énergie potentielle magnétique, parce qu'il y a des énergies potentielles de gravitation ou électrique. Et donc la force qui dérive d'une énergie potentielle suit le troisième principe de Newton, et donc la loi de conservation de l'énergie. Et l'autre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet anti-Lenz. Je crois que l'orateur précédent en a parlé un petit peu. Donc il y a un effet anti-Lenz qui limite le fait que le moteur ne s'emballe pas. Donc voilà. Donc le moteur agit sur lui-même pour empêcher qu'il s'emballe. Alors nous, je ne suis pas le seul, mais on a découvert la loi anti-Lenz, dont j'ai donné une formulation. Effectivement, avec les essais qu'on a faits, on a pu mettre un effet anti-Lenz qui est très intéressant. Mais toujours dans le but d'arriver à quelque chose de très simple et de très rapide, il fallait que je trouve une idée intéressante sur les moteurs magnétiques. Alors c'est effectivement ce que j'ai trouvé. Donc il y a de ça plusieurs années, j'ai trouvé d'abord une démonstration physique qui tient sur 2 pages. À partir de là, j'ai fait des simulations numériques sur Mathematica et j'ai pu montrer qu'effectivement, si on comprend bien la physique, tous les moteurs magnétiques dans le monde peuvent être remplacés par des moteurs magnétiques surunitaires. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde les moteurs magnétiques actuels, on n'utilise qu'un degré de liberté. Je n'irai pas plus dans le détail, mais il y a un deuxième qui est négligé. Et c'est ce deuxième degré de liberté qui permet, d'un point de vue mathématique, je dis bien, et physique, qui permet d'atteindre la surunité. Alors, donc on a commencé à faire quelques essais, mais c'est un moteur il faut un logiciel 3D pour qu'il soit performant. On a fait quelques essais avec la machine que je vous ai présentée, et il faut concevoir un moteur spécifiquement pour ça. Et donc, sur le plan numérique, on a des 5 à 10 kW avec des rendements à peu près 300 à 400%. Alors, j'en arrive au dernier projet, qui est le projet, ce qu'on appelle le projet Turbo, qui est le plus élaboré et qui est pratiquement terminé, et qui est une machine hydraulique. Et c'est cette machine hydraulique qui utilise l'approche de la route Bessler. Alors, on doit encore l'optimiser, mais bon, on a déjà largement dépassé les 180%, donc je vais en parler.
Mais malheureusement, à l'heure actuelle, la machine est déménagée, elle est dans une boîte, et je n'ai pas pu faire je devais faire les derniers essais il y a de ça 4 mois, je n'ai pas pu les faire, c'est dommage. Parce que je pensais, il y avait un paramètre que je n'avais pas encore testé, et je pensais le faire pour atteindre les 300% et peut-être le mouvement perpétuel, parce que lors des derniers essais, j'avais constaté que la machine s'emballait. Alors vous savez que toute machine mécanique qui s'emballe, c'est signe qu'il y a un mouvement perpétuel. Malheureusement, donc j'avais un ordinateur qui enregistrait 10 paramètres physiques de la machine, hein, avec une mesure toutes les 3 secondes, et je n'étais pas sûr des marges de sécurité de la machine, donc je n'ai que 4 à 5 points de mesure, ce qui n'était pas suffisant pour avoir la preuve absolue. J'aurais attendu quelques secondes de plus, j'avais la preuve absolue que j'avais montré le mouvement perpétuel, parce que la machine avait auto-accéléré. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, si les moteurs magnétiques auto-accéléraient, ça serait très, très, très embêtant. Ça serait la surunité à assurer, mais il faudrait contrôler ça, hein, parce qu'on ne peut pas laisser s'emballer. Voilà. Alors, c'est une machine qui, vous allez voir, alors, je vais vous donner un peu les caractéristiques. Voilà. Alors, c'est une machine qui a quand même nécessité, j'ai travaillé avec mes partenaires, elle est en Hollande, pas en France, qui a nécessité 10 ans de recherche et près de 400 000 euros dépensés avec nous et nos partenaires étrangers. Alors la puissance électrique à l'entrée, hein, c'est des ordres de grandeur, parce qu'on a fait énormément d'essais, et surtout, quand ça a duré plus de 10 ans, il y a eu 4 machines successives. Vous allez voir à quelques photos, c'est assez énorme, mais enfin, c'est pas plus énorme qu'une grosse chaudière fuel actuelle. Hein, voilà. Alors, donc, puissance électrique à l'entrée, 14 kW, puissance chaleur. Donc, cette machine-là peut faire les deux. C'est-à-dire qu'elle peut générer de la chaleur, à tous les coups, elle génère de la chaleur, mais elle peut générer de la puissance mécanique. Alors, cette puissance mécanique, on peut connecter à un générateur d'électricité et avoir les deux en même temps, c'est-à-dire de l'électricité et de la chaleur, ou boucler la machine. Dès qu'on va dépasser les 200%, et on n'est pas loin, on peut boucler la machine, c'est-à-dire avoir de l'électricité à la sortie et la renvoyer sur l'entrée. Et là, on a un vrai mouvement perpétuel et utiliser la chaleur pour chauffer. Donc, le rendement global, je dis bien global, hein, tout compris, c'est-à-dire qu'on fait la mesure à l'entrée et à la sortie, c'est à l'heure actuelle de 180%. Alors, voici un petit peu la courbe des rendements. Donc, à l'horizontale, c'est le temps. Hein, c'est une, comment dirais-je, les unités qui sont là, c'est des unités symboliques. Et l'échelle verticale, c'est le rendement. Alors, donc au début, on voit bien que la machine est en moyenne un peu en dessous des 100%, et elle tourne à 2500 tours minute. Puis, progressivement, à partir du temps 100, je commence, justement pour éviter cet emballement que je subodorais, à monter progressivement la vitesse. Et là, vous voyez très très vite, hein, que ça va très très vite, le rendement atteint les 180% à 4500 tours par minute. Donc c'était très 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 intéressant. Alors, quand j'ai découvert, il y a de ça pas mal d'années, le principe de fonctionnement de la machine, bien évidemment, j'ai fait une recherche sur Internet. Hein. Un physicien ne fait pas de recherche sans faire une recherche bibliographique, parce qu'il ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, hein, si quelqu'un l'a déjà fait. Voilà. Alors, donc, j'ai fait une recherche, et je suis tombé sur un Américain, dans les années 1970, qui avait fait une voiture qui utilise le principe de cette machine. Donc, moi, dans mon circuit, j'utilisais de l'eau, lui avait utilisé de l'huile. Il avait juste une simple petite batterie, donc il n'y avait pas de moteur à essence, hein, et pas de moteur électrique, c'était directement la puissance mécanique. Et il a fait fonctionner sa voiture sans une goutte d'essence et sans une goutte d'huile pendant 1 mois, 100 000 km. Alors, quand il a voulu signer un contrat avec un grand groupe automobile, quelques jours avant, il était mort, suicidé entre guillemets. Voilà. Alors, la technologie turbo, comme je le disais, alors c'est vraiment, elle présente de très nombreux avantages. D'abord, le fait qu'on peut monter à 90 degrés. Je peux monter à 90 degrés. Et quand on a utilisé de l'huile, c'est ce que l'Américain avait utilisé, on peut monter à 130 degrés.
Ensuite, le rendement il est totalement indépendant de la température extérieure. Donc on peut atteindre 90 degrés sans problème, et le rendement ne dépend pas de la température extérieure, ce qui est un très très gros avantage. Alors voilà des premiers modèles qui n'a pas fonctionné. Enfin, vous voyez, alors on voit l'alternateur. Ici, l'alternateur de 10 kW. Alors, attendez. Voilà. Et le premier moteur, ça n'a pas marché du tout. Alors, c'est assez amusant parce que quand il y a de ça 10 ans, j'ai fait l'expérience, j'ai rêvé en couleur de la machine. Et puis dans mon rêve, on me disait, c'est rare que je rêve en couleur, on me disait, ben non, votre machine, elle ne va pas marcher. Alors effectivement, elle n'a pas marché. Alors pour une raison très simple, c'est que mon ingénieur suisse, dans les roulements à billes, il avait mis du carbone. Et comme on faisait passer, à l'époque c'était de l'huile, de l'huile je crois, comme ça montait en température, le carbone il s'est mis à fondre, il a fait une sorte de colle, et tous les roulements à billes, ils étaient grippés. Donc il a fallu tout démonter la machine, enlever tout ça, je ne vous dis pas le travail. Alors voici un autre prototype déjà, on évolue, on voit bien, et cette machine nous a permis de faire quand même des tests qu'on ne peut pas faire avec la machine actuelle. On a fait des tests, comme on connaissait la physique, des tests qui nous ont permis 5 tests physiques différents pour prouver que la théorie mathématique et physique coïncidait bien avec les expériences. Et donc, il n'y avait aucun doute sur le résultat du truc. Alors voilà une autre version de la machine qui avait été faite aussi pour faire ces tests. On l'avait fait avec des pompes gigantesques. Et alors, c'était le patron de la machine, du laboratoire qui avait voulu faire une autre machine et avec une autre façon de faire. Il avait fait venir des ingénieurs hollandais, ça lui a coûté bonbon d'ailleurs, et puis ils n'ont pas su faire la tuyauterie, ça ne tenait pas, ça fuyait de partout. Ça fuyait de partout, leurs joints ne tenaient pas, et donc, mais on a pu faire quand même quelques mesures intéressantes. Enfin, voici la dernière version. Alors donc, la dernière version est beaucoup plus courte, beaucoup plus propre, et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, vous avez la pompe classique, vous ne l'ayez pas. Là, vous avez un échangeur de chaleur ici. Vous avez un ballon pour éviter de compression, c'est pour éviter pour adoucir éventuellement les vibrations du système. Et puis là, vous avez la turbine ici. C'est là où il crée l'énergie. Alors, il faut savoir que le rendement global, je ne sais pas si on le verra sur l'autre, oui un peu. Le rendement global de la pompe à l'entrée, c'est-à-dire ici, fait à peu près, parce qu'il y a un moteur électrique, d'abord il y a un système électronique, il y a un moteur électrique classique, puis il y a la pompe centrifuge. Quand vous multipliez les rendements mesurés, vous arrivez à 60-70%. Donc quand vous êtes en global à 180% à l'entrée, ça veut dire que votre générateur, votre turbine, elle est à 300 ou 400%. Donc c'est là, et donc c'est un circuit fermé où circule de l'eau en permanence. Voilà. Et alors, donc on tire la chaleur de l'échangeur de chaleur. Là aussi, j'ai essayé de faire travailler des gens pour faire calculer et fabriquer l'échangeur de chaleur. Ils m'ont fait une usine à gaz qui ne marchait pas. Donc j'ai tout fait moi-même avec un ami. Et après, l'ingénieur suisse l'a fait. Et notre truc a marché parfaitement du premier coup. Et de manière très, très efficace et très simple. Je n'ai jamais vu un échangeur de chaleur aussi simple et aussi fonctionnel. Et alors là, on avait, donc ici à la sortie, on mettait une dynamo, ce qui permettait ici avec les résistances électriques de mesurer aussi la puissance électrique. Donc on mesurait la puissance électrique et la puissance de chaleur à la sortie quand on était en mode mix, parce qu'on peut travailler sans utiliser l'aspect mécanique et uniquement l'aspect chaleur. Ce qui, à mon avis, pour la machine actuelle, serait idéal, parce que si on arrive à atteindre les 300%, ça veut dire qu'on peut remplacer très avantageusement tous les pompes à chaleur. En plus, ce n'est pas un truc qui coûte cher. Bon, à l'unité, ça coûte cher, c'est évident. Hein. Mais en grande production, ça coûterait quelques milliers d'euros à fabriquer, et peut-être 10 à 15 000 euros à mettre en vente sur le marché. Et la machine actuelle, là, elle peut chauffer au moins 2 maisons, hein, quand même, au moins 12 kW.
Alors, vous voyez ici, sur l'ordinateur, j'ai dit points de mesure, parce qu'on mesure les pressions, les températures, les débits, et tout apparaissait sur un ordinateur avec tous les écrans. Donc là, on en voit 9 points avec des trucs verts là, qui permettent de suivre la vitesse, les pressions à l'entrée, à la sortie, les températures à l'entrée, à la sortie, la puissance électrique à l'entrée, où j'ai fait des mesures très très précises avec des appareils professionnels. Donc on avait vraiment fait quelque chose de très très bien. Et on voit très bien ici la dynamo. Là, hein. C'est une petite. Alors on a remplacé l'alternateur par la dynamo parce que l'alternateur, c'est un alternateur, il faut être à 3 tours minutes exactement. Or là, on commençait nos essais à 0 et on allait jusqu'à 4500. Donc on ne pouvait jamais être toujours à 3000, donc ce n'était pas possible d'utiliser tout le temps l'alternateur. Et en plus, c'est un alternateur de 10 kW. Bon, là, la dynamo, c'est 5 à 6 kW, ça nous suffisait amplement. Alors, vous allez peut-être me poser des questions. Pourquoi ces technologies n'ont pas été mises sur le marché plus tôt? Alors, bon, c'est évident, hein, le poids de lobby pétrolier et nucléaire. Et même, j'ai fait venir, quand on a commencé notre structure, j'avais fait venir une femme écologiste qui est venue de l'Assemblée nationale en taxi, et on lui avait préparé dans ma maison tout un showroom. Ça a duré 2 heures avec tous les appareils, des démonstrations, toutes les explications. Donc on s'arrêtait pièce par table, on lui expliquait ce qu'on faisait, on lui expliquait quels sont les résultats. Et sa conclusion, ça a été la chose suivante. Elle m'a dit, monsieur, si tout ce que vous dites est vrai, j'ai plus de raison d'exister. Alors inutile de dire que rien n'a été fait. Bon, alors les écologistes n'en parlaient pas. Hein. Alors, la seconde raison, c'est le refus de la communauté scientifique de se remettre en cause. Alors, comme je vous l'ai dit, les scientifiques, c'est des humains comme les autres, hein, avec les qualités et les défauts. Et le milieu scientifique, il est très, très contrôlé. Et il est contrôlé par les grands groupes de presse, il est contrôlé par les États, il est contrôlé par les militaires. J'en sais quelque chose, j'ai vécu pas mal d'expériences à ce sujet, je pourrais vous en raconter au moins pendant quelques heures. Donc, la plupart des scientifiques n'acceptent pas de se remettre en cause ou d'explorer des voies nouvelles. Ce qu'ils voient, c'est leur carrière. La majorité au CEA, la majorité des gens que j'ai vus, à quelques exceptions près, c'était tous des carriéristes. Donc, ils ne voyaient que la carrière, savoir bien faire la carrière. Bon, à part ça, la preuve, c'est qu'un jour, j'avais fait pas mal de publications. Un des grands chefs me dit, viens me voir, on va discuter un peu, ça m'intéresse tout ce que tu fais. Puis il m'a dit, oui, ça m'intéresse, mais je ne te soutiendrai pas officiellement. Hein, voilà. Donc c'était clair. Et j'avais des idées dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire, mais ils n'ont pas utilisé mes idées. Tant pis, parce que finalement, je préfère ça. Hein, parce que, alors, la conclusion numéro 2. Alors, la conclusion numéro 2. Alors, c'est déplorable cette attitude, parce que même si le sujet est difficile, l'énergie libre, ce n'est pas un sujet quand même compliqué. La preuve, c'est qu'on arrivait à travailler dans un petit laboratoire avec des moyens, je vais dire, dérisoires par rapport à des grands groupes, donc, et qu'on avait au bout de 20 ans quand même trois technologies. La technologie hydraulique, la technologie magnétique, comme je vous l'ai dit, et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la voie électronique, on avait effectivement découvert un petit prototype, une façon, c'est ce qu'on appelle des générateurs paramétriques, de produire de la puissance. J'en étais au dernier test, puis comme j'ai déménagé, j'ai vendu ma maison pour payer mes dettes, et comme j'ai déménagé, j'ai dû arrêter, et j'étais là aussi, avant le dernier test, on avait des résultats vraiment très, très intéressants. Alors, c'est des technologies, ça se chiffre pour faire des recherches, peut-être en millions d'euros, et pas en milliards. Hein. Quand vous regardez les milliards qui sont dépensés, par exemple, pour le réacteur EPR de recherche à Flamanville, qui est maintenant, c'est monté à 12 milliards,
Alors, vos factures d'EDF n'ont pas fini de monter, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut payer non seulement les erreurs qui ont été faites en Finlande, qui sont en train d'être faites en Angleterre, où c'est EDF en grande partie qui finance tout le projet anglais EPR. Si ça se tourne mal, ça va être très coûteux. Sans compter une autre chose, c'est que le problème des déchets nucléaires, ça coûte presque le quart du coût de construction d'une centrale nucléaire. C'est classique. Donc là, on va avoir à gérer des déchets pendant des décennies et des décennies qui vont coûter une fortune. Une fortune. Alors, la troisième raison, c'est le manque de crédibilité des inventeurs. Alors, souvent, les inventeurs, moi je l'ai vu, qui pensent avoir découvert quelque chose, ils essaient de le cacher parce qu'ils ont peur qu'on vole leur invention, ce qui est, à mon avis, tout à fait justifié. C'est même à coup sûr. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, la deuxième erreur qu'ils font, c'est que très souvent, les mesures qu'ils donnent ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'il faut faire des bonnes mesures à l'entrée et à la sortie. C'est quand même pas compliqué à faire, mais il faut quand même bien le faire. Alors, si vous faites bien vos mesures, là, vous pouvez vérifier si vraiment votre technologie est sur unité ou pas. Voilà. Alors, le dernier point, c'est au niveau des brevets. Il faut savoir que, bon, quand j'avais beaucoup discuté avec les capital risqueurs, ils ne donnent pas d'argent si on ne prend pas des brevets. Même s'ils savent que le brevet, ce n'est pas la panacée. D'abord parce que ça coûte très très cher, un brevet, pas la première année, mais les années suivantes. Hein. Un brevet classique peut vous coûter 40 000 euros facilement, encore que les prix ont diminué grâce au brevet européen, mais avant, il fallait payer le brevet dans chaque pays européen avec les frais de traduction et tout. Bon, ça a beaucoup diminué. Il y a maintenant, enfin, le côté positif de l'Europe, un brevet européen. Donc ça coûte très très cher, et un problème de crédibilité, parce que tous les brevets qui sont sur unité sont refusés par tous les offices de brevets comme étant des brevets à mouvement perpétuel. Donc, ils ont une classe à part, où ils classent le brevet. Voilà, donc, ce n'est pas évident. Le seul exemple que je connaisse, c'est le moteur de Johnson, qui est un Américain dans les années 1975, je crois. Il a dit au Patent Office, vous refusez mon brevet, moi je viens avec mon moteur devant vous et je vous montre que c'est ouvert unité. Alors, ni une ni deux, il est venu avec son moteur, avec ses mesures, et il a obtenu son brevet. C'est le seul brevet sur unité que je connaisse qui a obtenu un brevet aux États-Unis. Mais ça n'empêche que, depuis le temps, on aurait pu s'attendre à ce que le moteur de Johnson soit sorti par des grands groupes. Non, pas du tout. Rien du tout. Voilà, bon, on va voir. Alors, donc la mise sur le marché d'une technologie surunitaire, j'ai beaucoup réfléchi quand même aux étapes à franchir. Il faut effectivement savoir donner des explications physiques pour expliquer ça. Il faut donner une formulation mathématique avec, si possible, une simulation numérique. Et il faut fabriquer un prototype, ça c'est sûr, et faire de bonnes mesures à l'entrée et à la sortie. Alors, et là, effectivement, on peut avoir une petite chance de mettre cette technologie sur le marché. Mais il ne faut pas compter ni sur les États, ni sur les grands groupes pour développer et mettre les technologies sur le marché. C'est seulement des personnes individuelles, des petites structures qui pourront le faire. Alors j'espère peut-être le faire dans le futur. On verra bien. Donc là, avant de parler du futur, je voudrais vous montrer quelques diapositives que je vous ai promis, plus de 100 machines. Hein. Merci, professeur, pour votre exposé, ici. Ah oui, c'est vrai, vous avez les lumières. Ici. Ah oui, d'accord. Ici. Et puis également pour tous les efforts que vous avez déployés et puis toute la fortune que vous avez consacrée à votre recherche. Nous vous en sommes reconnaissants. Qu'en est-il du moteur magnétique avec le rotor et le stator variable ? Et c'est d'ailleurs le seul brevet dont vous parliez qui a été accepté. Seulement, il n'a pas pu sortir parce qu'une autre personne l'a revendiqué quelques mois avant. Et de ce fait-là, ça a bloqué le processus d'appartenance. Mais néanmoins, vous devez savoir qu'au niveau mondial, il y a 3 banques. La banque américaine, la banque européenne et la banque japonaise. La banque japonaise s'est emparée de ce moteur magnétique et l'utilise non seulement pour l'armée,
mais également dans les climatiseurs. Donc ces moteurs existent. Ces moteurs fonctionnent et toutes les armées en ont. C'est Minato, non, c'est ça? Oui, Minato, je connais Minato, voilà, effectivement. voilà. Je ne savais pas que le moteur de Minato était la copie du moteur de Johnson. Exactement. Donc ce sont des moteurs magnétiques avec un stator ou un rotor variable. Oui. Voilà, soit électroniquement, soit mécaniquement. Donc ils existent et ils vont jusqu'à des rendements de 400%. Oui. Voilà. Seulement, ils sont sous secret, ils sont sous scellés. Tout à fait, tout voilà. à fait. Voilà. Je le sais parce que au niveau français, c'est pour ça que les brevets qu'on est en train de rédiger vont être pris en Suisse. Parce que si vous savez que quand vous déposez un brevet en France, il est soumis pendant 6 mois au secret militaire. Absolument. Et il récupère le brevet dans tous les cas de figure. Bien Et ça arrive souvent. Donc pour contrecarrer ça, il faut le prendre avec un étranger ou le mettre dans un pays étranger. D'autant plus qu'un de mes amis bien placé m'a informé qu'effectivement les militaires français avaient compris le secret de la rue de Bessler et qu'ils l'utilisaient sur le Charles de Gaulle, pour ne pas le nommer, et les sous-marins nucléaires. Tout à fait. Voilà. Prends le micro. Donc, tu peux répéter la dernière chose que tu as dite en te mettant proche du micro. Donc, voilà. Que tu disais que donc les militaires... Les militaires ont cette technologie déjà. C'est pour ça que je ne peux pas déposer le brevet en France. Il sera coincé tout de suite. Alors, voici je crois que c'est un moteur hongrois qui est énorme. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils en seraient seulement qu'à 110% de ces moteurs-là. Alors, il y en a eu beaucoup sur les 30 dernières années. On le voit ici, c'est énorme. Et puis, vous avez des gens en Australie, dans tous les pays dans le monde, le LUTEC, vous en avez parlé. Donc, je ne pouvais pas, bien sûr, tester tous ces moteurs. Je pouvais examiner ce que disaient les gens et puis les principes de fonctionnement. Donc, il y a des idées qui me paraissaient valables, mais la plupart du temps, il n'y avait aucune mesure sérieuse qui était publiée. Donc, en fait, le secret de ces moteurs, c'est le mouvement des aimants. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un degré de liberté qui a été oublié. Et alors voilà les inventeurs australiens, je crois. C'est un Français qui a fait ce site, et puis il est fermé depuis très longtemps. Heureusement, j'avais sauvegardé ce qu'il avait fait, c'était très bien. Alors là, c'est un autre moteur, je ne sais plus dans quel pays. Ah, c'est encore l'Australie, l'UTEC, c'est le moteur l'UTEC, parce qu'ils ont fait plusieurs versions. Vous voyez Et les aimants utilisés sont des aimants artificiels ou des aimants sources néodymes. naturelles? Moi, j'utilise les aimants néodymes, bien sûr, fabriqués en Chine, hélas. Et donc, c'est des aimants très, très puissants. Et bon, c'est dommage, j'aurais pu vous apporter une petite démonstration avec des aimants, justement, pour vous prouver la surunité. Parce que j'ai fait une expérience avec un collègue polytechnicien qui est publié sur Internet, où là, on avait, malgré le fait que dans les aimants, on suit le troisième principe de Newton, mais il y a une astuce. Il faut savoir qu'on dit qu'on ne peut pas dépasser la surunité et qu'on ne peut pas faire travailler des forces qui suivent le troisième principe de Newton, parce que quand on boucle une boucle, le travail est zéro. C'est-à-dire on revient au point de départ et puis on n'a aucun gain. Mais si vous ne bouclez pas, à ce moment-là, vous pouvez faire travailler. Et comme les aimants, la valeur, la magnitude de l'aimantation varie très très vite en fonction de la distance, donc si vous faites échapper, là c'était une bille dans un rail magnétique, si vous faites échapper la bille à un moment donné, la bille acquiert une énergie cinétique supplémentaire, et donc on avait mesuré entre l'entrée et la sortie 118% de rendement. Donc c'est possible de faire travailler, heureusement, parce que sinon tous les générateurs, par exemple dans le potentiel de gravitation, on arrive à faire travailler les alternateurs, on a du courant électrique. Pourquoi ? Parce qu'on ne ferme pas les circuits. C'est-à-dire que c'est le soleil qui fait évaporer l'eau et qui, sous forme de pluie, remplit le barrage, qui permet de nouveau de faire tourner les alternateurs en utilisant la gravitation, enfin le potentiel de gravitation. Alors voici toujours les mêmes. Alors ici, voici d'autres moteurs. Donc il y en a eu pas mal, ici en 2006. 2005, ça va être le moteur de Muller, ça va être les Canadiens qui ont fait ça. Alors, ils donnaient pas mal d'informations sur la façon de construire.
Mais il n'y avait jamais, curieusement, de mesures vraiment sérieuses entrée-sortie. C'est dommage. Alors ici, il y en a pas mal. Donc il y en a à peu près, là, ici, sur le truc 112, je crois. Donc c'est la filière qui a été la plus testée dans le monde. Hein. Les autres filières, pratiquement, à part la filière peut-être électronique, mais la filière hydraulique un petit peu, notamment Chaumerger, peut-être vous avez entendu parler avec ces histoires de vortex. Effectivement, il a testé pas mal de choses. Bon. Patrick, donc encore des questions. On prend quelques questions, puis après on va devoir se séparer pour ce soir, parce que il faut rendre la salle, comme on dit toujours devant les émissions dans les émissions télévisées. Mais on a quand même quelques questions. Alors s'il vous plaît, quelques questions ici. Oui, donc, okay. Bonsoir. Pourriez-vous nous dire quelques mots, si vous connaissez, la synergétique du professeur Vallée, Tout à fait. qui date des années 70 hein. Oui, je connais le professeur Vallée, je connais aussi... Micro. Je connais les travaux du professeur Vallée. Il y a un autre Français qui a fait un travail similaire, c'est peut-être vous connaissez le professeur Pagès. Je ne sais pas si ce n'était pas un médecin d'ailleurs. Et Pagès qui a travaillé sur justement la propulsion électrique. Et c'est là où j'ai travaillé beaucoup. Mais bon, Vallée, je n'ai pas utilisé son travail, mais je le connais. Vous savez, en tant que physicien, on est obligé, même de par notre profession, et puis l'outil Internet facilite beaucoup la recherche, à regarder tout ce qui se fait. Quand j'ai publié mon livre, ça m'a pris 14 ans. Et j'ai examiné une armoire pleine de papier scientifique, enfin 2 armoires pleines métalliques, très très grandes de papier scientifique, sur presque une centaine d'années, et provenant de tous les pays du monde. Donc j'ai bien fait le tour de la question. En 50 ans de physique, j'ai bien fait le tour de la question. Pardon ? Sur quoi ? Ça m'a pas, honnêtement, ça ne m'a pas inspiré. Oui. Parce que c'est trop vague. Alors il a fait beaucoup de bruit à l'époque, je sais, puisqu'un de mes collègues a examiné cette théorie, un de mes collègues qui était dans la hiérarchie militaire. Donc ça n'a rien donné. De même que Pagès avait fait beaucoup de travail et contacté les autorités, ça n'a rien donné non plus, quoi. Vous savez, c'est pas facile de faire bouger les choses, hein, croyez-moi. Ah, une autre question ? Peut-être, oui. C'était juste pour ajouter un point. Alors c'est vrai que c'est très compliqué de trouver des résumés comme ça sur l'énergie libre. C'est un sujet qui est très vaste, très compliqué, très discrédité et puis pollué avec des moteurs magnétiques à aimants. On oublie, il ne faut pas regarder YouTube. Par contre, il y a la meilleure vidéo à regarder sur le sujet en français pour nous, c'est Énergie libre, ce qu'il faut savoir. Retenez ce mot. Cette vidéo faite par l'Action française, elle est extraordinaire puisqu'elle résume les meilleures vidéos, les meilleurs procédés en énergie libre, les plus crédibles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Énergie libre, ce qu'il faut savoir. C'est une très bonne piste de départ et à faire partager, à faire connaître, parce que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, faire de l'information, plus que de la recherche, c'est très compliqué. Et surtout ne pas suivre les mouvements écologistes qui nous mènent dans le mur. Merci pour ce témoignage. Demain, nous aurons avec Constantin Meil, est vice-président de la société allemande pour la Raumenergie, donc ça veut dire l'énergie libre. Donc il nous en dira 2 mots aussi de son engagement auprès de cette société. Pour dire aussi donc Patrick Cornille a le projet donc de déposer des brevets, comme il l'a dit, à l'extérieur de la France. Donc via une fondation, il faut cadrer beaucoup de choses pour la création d'une fondation, surtout si ça se passe en Suisse. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire parce qu'on a décidé de soutenir, pourquoi pas, si c'est sérieux et si ça suppose, disons, une suite, c'est-à-dire une vraie prise de brevet avec une technologie réellement surunitaire à 300%, une pompe à chaleur qui produit l'électricité, c'est quand même pas banal. Et donc, après toutes sortes de cadrages nécessaires, si parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées ou qui connaissent des financiers ou des financements possibles qui pourraient donc s'intéresser à ce domaine-là, eh bien, qu'ils n'hésitent pas
à m'écrire un mot en me disant ok, on est là, on peut cofinancer ou financer nous-mêmes ou adresser à des personnes qui pourraient s'intéresser à ce domaine. Et à ce moment-là, donc, ça pourrait soutenir justement la continuité de cette recherche jusqu'à un prototype commercialisable. Le but, c'est pas de faire de la recherche, le but, c'est d'avoir chez soi, dans pas longtemps, c'est-à-dire 3, 4 ans, 5 ans, une machine qui produise de la chaleur et de l'électricité et qui se suffise à elle-même. C'est ça l'enjeu en fait de la chose. Une machine qui se suffit à elle-même pour créer de la chaleur et de l'électricité. Donc vous voyez, c'est très concret, encore une fois, donc, et ça se fait avec une machine qui utilise des forces naturelles pour justement se boucler sur elle-même. Patrick Cornille, merci beaucoup pour cet engagement. Et puis, ma foi, on va se quitter ce soir.